Bonsoir, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro du Club de la Presse Pascal. Il n'y en a aucun autour de la table, c'est la vanne du jour. François Pelleret, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonjour à tous. Le matinalier de France Bleu. À ses côtés, nous avons Frédéric Schnur, Toumès. Bonsoir à toutes et à tous. Nous pouvons apprécier la coupe de cheveux par rapport à la semaine dernière. Oui, qui était... merci beaucoup. Merci de le signer. En face, Philippe Buron-Pilâtre. Bonsoir Philippe. Moi, j'ai un petit peu moins de cheveux que lui. C'est la même que chaque mais semaine. Si on regarde à l'arrière, oui. Il en perd beaucoup. Hein, oui, très bien. Vous faites ce que vous voulez de vos soirées. Oui. Arnaud Demerlet, Moselle TV. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Jérôme. Bienvenue. Je vois que vous êtes en forme. Nous allons maintenant évoquer un seul thème. Il sera question de l'entre-deux-tours et évidemment de la présidentielle. Mais avant cela, eh bien, nous allons voir les coups de gueule et les coups de cœur des chroniqueurs. Commençons par vous, François Pelleret. Vous nous emmenez là où presque où l'épidémie de Covid a commencé, c'est-à-dire très à l'est. En Chine, c'est vrai qu'il connaît un regain de contamination. Donc, recours au confinement, mais moi j'appellerais ça carrément de l'enfermement. C'est incroyable. C'est à Shanghai. C'est à Shanghai, dans plusieurs villes de Chine. Alors Shanghai, c'est déjà 25 millions d'habitants qui sont enfermés chez eux. Oui. Ils n'ont pas une heure de sortie par jour. Parfois, des portes sont scellées. On leur livre parfois de la nourriture, un chou par semaine, et puis il faut tenir avec ça. On entend les gens crier à leurs fenêtres qui commencent à se rebeller. Déjà, scène inédite en Chine, à tel point que les autorités commencent à mesurer que ça va un petit peu trop loin dans les mesures sanitaires. Et pour les contaminés, alors eux, ils sont placés, enfermés dans des salles, parcs d'exposition. On va revoir la photo qui était la première photo que nous avons diffusée. Ce sont les... Voilà. C'est une photo document de France Info. Voilà, donc, les contaminés, ils sont là-dedans. Ils sont parqués, il n'y a pas de fenêtre, lumière en permanence. Imaginez les conditions pour dormir, pour se reposer avec des gens qui crachent leurs poumons en permanence à vos côtés. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas d'hygiène. Voilà comment ça se passe en ce moment, à tel point que les États-Unis ont rappelé leur personnel d'ambassade pour des questions de bien-être et de sécurité de leur personnel. C'est donc votre coup de gueule de la semaine. Donc, pour conclure ce coup de gueule, quand j'entendais parler, il y a à peu près 2 ans en France, de dictature, voilà. La dictature, pour moi, elle est vraiment là, en Chine. Un son, puisque vous l'avez mentionné, que l'on entend sur toutes les stations, et que ce soit à la télé ou à la radio en ce moment, je propose de l'entendre. Ce sont des habitants de Shanghai qui ont pris cette vidéo. Voilà, en fait, ils crient parce qu'ils en ont marre d'être chez eux, en fait, et c'est ce que vous disiez, c'est extrêmement rare, donc qu'il y ait un mouvement de révolte. Donc, ce sont les gens qui sont coincés chez eux qui crient. Des familles sont séparées, parfois même des enfants, des parents, s'ils sont contaminés. Oui. Donc franchement, je préfère affronter ce type de crise sanitaire en France plutôt qu'en Chine. Frédéric Schnur, ça relativise aussi avec tout ce qu'on a connu avec la Covid et puis ces manifestations qui nous disaient que nous étions en dictature en France, par exemple. Oui, enfin encore une fois, quand on utilise des mots, il faudrait peut-être déjà regarder dans le dictionnaire et apprendre sa propre langue maternelle. Ça s'est et fait. avoir un petit peu de mesure aussi, plutôt que de choisir systématiquement des mots qui sont forcément abominables, extrêmes, machin truc. C'est un moment ou un autre où il faut avoir de la mesure, ce que n'a pas forcément ce que n'ont pas forcément nos amis, enfin sont nos amis chinois, pas plus que les Russes. Mais bon, tout le monde, enfin certains ne sont pas amis avec les Russes, mais on va avoir l'occasion d'en parler bientôt. Donc non, à un moment ou à un autre, je pense qu'on a de la chance effectivement, et que s'ils crient, c'est parce qu'ils deviennent dingues aussi. Ils deviennent dingues. Alors je profite, puisque j'ai le sentiment que vous êtes bien remonté, tel un coucou suisse. Je suis chaud, là. Vous avez aussi un coup de gueule pour un lieu qui vous tenait à cœur, pourtant, compte tenu de votre activité liée au numérique. Toujours à cœur, ça me tient toujours à cœur. Oui, c'est Blida, en fait. Blida, Blida a émergé comme un phare, un double phare. Il y a le phare culturel et le phare du numérique. La culture est toujours là. Sur ce plateau, ou sur l'un de vos plateaux, Jean-Pierre Burger a évoqué le fait que maintenant ce serait de l'artisanat, donc il va y avoir les pompiers, il va y avoir de l'artisanat, on voit des enfants, d'accord, mais à un moment ou à un autre, où est le numérique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont passé des heures de bénévolat d'ailleurs, à se balader partout, à défendre pour avoir
une existence, on va dire, un label French Tech. Blida est un bâtiment totem, c'est le bâtiment totem, le siège, etc. Et à un moment ou un autre, on n'entend plus de numérique là-dedans. Les boîtes qui sont là-dedans ne savent pas. Moi, je discute avec eux. Ils ne savent pas. Ils disent, bah, c'est bien, il y a plein de choses, mais nous, le numérique, on n'en sait rien. C'est très bien qu'il y ait un changement de direction. Oui, alors changement de direction ou pas de direction, il y a des gens qui sont battus pour qu'il y ait une existence là-dessus. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est du mépris ou si c'est de l'incompréhension de comment fonctionne le modèle économique des entreprises du numérique, mais à un moment ou à un autre, qu'on regarde aujourd'hui la capitalisation boursière dans le monde, où sont les géants les géants, ils sont dans le numérique. Alors où est Metz et où est Blida là-dedans? Où sont les entreprises du numérique? Le message est passé. Merci Frédéric. Philippe Buron-Pilatte, ce sera beaucoup plus calme. Vous projetez déjà l'année prochaine. Serait-ce parce qu'il y a le GEMAB en 2023? Non. La respiration démocratique, ça sera en 2023. Pas d'élection. Voilà, ça va être extraordinaire. C'est votre coup de cœur. Ah oui. Non, il y en a ras-le-bol. Ah, il y en a ras-le-bol. Oui, il y en a ras-le-bol, et en plus, les gens ne sont pas très intéressants. Ça, c'est dit. Il n'a pas tort. Hein. Et on va voir pire, là, au mois de juin. C'est les élections législatives, quoi. Ils vont tous se jeter là-dessus. Faut dire que le gâteau est bon. C'est vrai qu'avec un roi, on serait nettement moins ennuyé. Je ne vous le fais pas dire, mon cher. On est sur les législatives, il y a quand même pas mal d'intérêt avec ce qui va se passer là avec la présidentielle. Moi, je trouve que justement, c'est peut-être l'élection où il va peut-être avoir le plus de piment. Oui, si vous imaginez que la blonde devienne présidente de la Non, pas République. spécialement. On va en parler. Allez, Arnaud de Merlet, coup de gueule, coup de cœur? Coup de cœur. Et c'est du sport? Pas totalement. Je Je voulais revenir sur ce qui s'est passé en milieu de semaine au Cercle des Pareges avec Moselle Terre de Jeu, le lancement officiel du département de la Moselle, à J-835. C'est vrai qu'on sait que le département de la Moselle et Patrick Weiten ont vraiment envie que le département soit vraiment avec le sport pour ce grand événement que sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc on a vu un lancement en grande pompe avec 2 sportifs de très haut niveau, Quentin Bigot, vice-champion du monde de lancer de marteau, et Aurélie Muller, c'est un peu ma chouchoute, donc moi je suis toujours content de la voir, la nageuse championne du monde. Donc on peut s'attendre en tout cas à ce que la Moselle soit d'une façon ou d'une autre vraiment une terre de jeu finalement, puisque déjà en septembre prochain il y aura un tournoi pré-olympique de volley féminin avec l'équipe de France, le Canada et le Japon. Donc je trouve ça très bien et ça me permet de bifurquer. La régie est impeccable, puisqu'effectivement le TFOC, Terville-Florange, et c'est historique, parti pour la première fois au play-off et surtout qualifié depuis ce mercredi soir en demi-finale en faisant tomber Nantes. Voilà, c'est juste incroyable quand on se dit Terville-Florange, il y a combien d'habitants dans ces 2 communes? Pas grand-chose. En face, c'était Nantes, une métropole. Et 3-7-0, victoire en 2 matchs. Oui. Donc c'est juste exceptionnel. Et surtout, donc, c'est une belle performance dans le championnat. Voilà, et c'est surtout ça. Pour son 30e anniversaire. Ouais, donc c'est vrai que pour souffler ses bougies, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ce sera donc à suivre sur Moselle TV. Nous verrons si nous pouvons diffuser le match retour de demi-finale play-off qui sera contre... Alors, ce sera le 24 avril. Ou le 23 peut-être. Ou le 23, ça sera contre le Voléro Le Canet, qui a terminé premier de la saison régulière. Voilà, pour celles et ceux qui aiment le sport à la télévision, reste encore quelques petits détails à régler, notamment le 24, ça ne vous aura pas échappé, c'est le 2e tour de la présidentielle, et donc le TFOC, comme l'équipe adverse, trouve que ce n'est pas une bonne date pour un match. Pas que, mon cher Jérôme. Nous aussi, évidemment, on trouve que le samedi soir, c'est mieux pour la télévision. Voilà. Les messages sont passés. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Je peux vous le dire tout de suite, c'est parce que le lendemain, en fait, nous sommes pour le 90 ans du FCMS, pour le match des légendes. Donc, comme nous n'avons qu'un seul quart régie, c'est difficile d'en mettre 2 à 2 endroits différents. Donc voilà, si le TFOC peut faire quelque chose pour le 23, ce serait super. Allez, c'est parti pour le seul thème du Club de la Presse. C'est comme ça, Moselle TV, on vous livre les coulisses de notre vie et vous faites partie de notre vie, donc on vous dit tout. Allez, entre les 2 tours, nous avons le droit de parler, contrairement à la semaine dernière, veille de premier tour, où vous le savez, il y a une période durant laquelle la campagne est mise en veilleuse et par conséquent, les médias ne peuvent plus rien dire à partir du vendredi minuit. En revanche, cette semaine, vous allez pouvoir vous exprimer. D'abord, un tour de table rapide sur votre analyse du premier tour, sur les résultats. Frédéric Schnur, je rappelle donc Marine Le Pen 23-15 et
le président 27,84. Alors que là, on voit les chiffres en Moselle. Oui, bon, alors, si on se concentre sur le territoire mosellan, ou si on élargit, même si on dézoome à la Lorraine, on se rend compte que l'électorat de Marine Le Pen s'est mobilisé, que celui de Zemmour a fait pchit comme on s'y attendait, parce que de toute façon, il n'y avait pas d'autre possibilité. Est-ce que c'est l'électorat de Marine Le Pen ou c'est le front anti-Macron? Alors après, en fait, il faut bien voir qu'à ce stade, enfin en tout cas c'est mon analyse, il y a 12 candidats, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a quand même une répartition des voix, il y a plein de gauche, il y a plein de droite, enfin il y a tout ça se diffuse finalement entre les mécontents, parce qu'il a fallu, alors, il faut faire des réformes, et puis dès qu'on fait une réforme, hop, on crée un mécontent, parce qu'il ne faut surtout pas toucher à son précaré, et ça c'est la France. Vous avez dit rapidement l'analyse du premier tour. L'analyse du premier tour, donc super premier tour, comme attendu, les sondages pas trop loin, sauf sur Zemmour. François, les sondages, Zemmour, Pécresse. Non, mais les sondages étaient à peu près juste en haut du classement. En haut. Mais c'est vrai qu'un peu plus bas. Moi, je suis pas surpris par le duel Le Pen-Macron, mais surpris par exemple, la chute de Valérie Pécresse en dessous des 5%. Je m'attendais franchement pas à ça. Les sondages non plus ne s'y attendaient pas. Et puis, par le gros score de Jean-Luc Mélenchon, j'ai un petit peu surpris quand même sur cette fin de campagne en sprint. Philippe Buron-Pilâtre, rapidement sur la première. Oui, moi, je suis pas trop surpris, si, peut-être quand même sur Zemmour et puis sur Pécresse. Vous le voyez plus haut? Eh bien, Pécresse, Hidalgo et Zemmour, je les voyais quand même plus haut. Arnaud Demerlet. Moi, je suis pas surpris, contrairement à Claude Bellé, je pensais depuis un petit moment que ça serait ce duel-là, même qu'en 2017. Et puis, on peut s'apercevoir que sur ce premier tour, finalement, tout le monde a presque voté utile. C'est peut-être qu'il y a ces votes surprises pour Zemmour et Pécresse, mais la gauche s'est bien rendu compte que pour être au deuxième tour, il fallait voter Mélenchon. C'est peut-être pour ça qu'on le retrouve aussi haut. Et c'est un petit peu pareil pour Marine Le Pen, parce que Zemmour devait être au-dessus des 10%. Donc moi, je pense que vraiment sur ce premier tour, la surprise vient du fait que les Français et les Mosellans ont essayé de voter utile pour avoir le meilleur candidat au deuxième tour. Revoyons les résultats en Moselle. Donc, contrairement aux élections au niveau national, en Moselle, c'est inversé. Vous le voyez, donc Marine Le Pen arrive devant Emmanuel Macron. Ensuite, on retrouve, c'est le même ordre dans la campagne, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Vous en avez déjà parlé. Jean-Luc Mélenchon, lui, en Moselle ou au niveau national, fait 3e. C'est mieux que l'année précédente, enfin que la précédente fois, puisqu'il était 4e. Rappelons qu'il était derrière François Fillon. Il a loupé à moins de 500 000 voix. 420 000 voix seulement. Oui. C'est la frustration jusqu'au bout. La frustration totale. Après 2017, c'est 2022 pour lui. Mais bon, il a réussi, je pense, un objectif. C'est de tuer le Parti socialiste. Vraiment, c'était le coup de grâce. Parce que quelques électeurs du Parti socialiste ont voté utile pour Jean-Luc Mélenchon. D'où c'est un score extrêmement faible d'Hidalgo. Même, je disais, des électeurs parisiens d'Hidalgo ont voté Mélenchon. Ça en est là. Donc il a bien c'est compliqué un électeur. Il a tué le PS et ses anciens camarades du PS. Et je pense que ça, c'est un objectif de sa vie. Objectif de sa vie, peut-être, mais objectif raté, puisque pour la deuxième fois, et on sait qu'il n'y retournera pas, il l'a déjà dit, pour la deuxième fois, il ne se qualifie pas au second tour. Oui, d'ailleurs, moi, je suis un petit peu surpris de sa sortie. Parce que son propos, après l'annonce des résultats, il manquait quelque chose à la fin. C'est maintenant les jeunes, débrouillez-vous, faites mieux. Et après, vous auriez aimé quoi? Et puis après moi, le déluge. Oui. Pour moi, c'est un des hommes politiques les plus brillants. Je ne parle pas de ses idées, je parle de sa manière de s'exprimer. Je pense que ça, tout le monde l'a vu, et notamment le soir du premier tour, avec quasiment 3 notes, 3 mots, et il est capable de vous faire un discours. Ah oui, alors... Avec de la qualité. Il peut donner des cours d'orateur à Valérie Pécresse, peut-être. Est-ce qu'il a envie d'être succédé par quelqu'un d'aussi brillant que lui? Ça, c'est... Vous auriez aimé qu'il adoube quelqu'un? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une force politique. C'est comme Zemmour. Zemmour, il a des militants, il a un parti. C'est pas fini, l'histoire. Sur Mélenchon, Arnaud Demerlet, donc oui. Il rate la marche une nouvelle fois, Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon plus Roussel plus Jadot égale deuxième tour.
Oui, mais ça, c'est un constat qu'on fait, mais je suis pas d'accord avec ça, parce que le constat, on peut le faire aussi pour l'extrême droite. Si on prend Marine Le Pen et Zemmour, quoi qu'il arrive, je pense que l'extrême droite aura été au deuxième tour. Donc je trouve que c'est un faux débat. Moi, je reviens un petit peu sur la Moselle. C'est bien ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon au niveau des résultats. Il est à 19%, mais finalement, il n'est pas beaucoup plus qu'en 2017, puisqu'en Moselle, il était simplement à 18%. Ce qui est plutôt surprenant, et ça rejoint un petit peu ce que dit François, c'est qu'il s'impose dans des bastions historiques du PS. Je pense notamment à Famec, où il est largement en tête. Donc ça, c'est une vraie grosse surprise. Et effectivement, je pense qu'il y a une forte adhésion de toute la gauche, parce que finalement, on le voit bien à Paris avec Anne Hidalgo, il n'y avait personne qui fédérait vraiment comme candidature, hormis Jean-Luc Mélenchon. Et premier aussi à Strasbourg. Ah oui, alors Strasbourg, c'est une vraie surprise. Vote utile, oui. Encore une fois, c'est vote utile. Vote utile ou vote comme pour radicalisé? Parce qu'en fait, si on regarde bien Le Pen, donc extrême droite, Mélenchon, donc extrême gauche, certes soutenu par une force de gauche, et du côté de Pécresse, peut-être, enfin du côté de Le Pen, par des gens de droite qui veulent que ça appuie un peu plus, et puis qui ont vu les sondages, parce que les sondages ont comme eu une importance là-dedans, en disant il faut qu'il y ait une reste de droite là-dedans, parce que Pécresse n'y arrivera pas, parce que Hidalgo, n'en parlons pas, mais c'est quand même très radicalisé. Donc il y a au centre Macron qui tape large, et puis c'est très radicalisé. Il y a trois blocs maintenant. Très radical. Un mot, vous l'avez évoqué, donc Yannick Jadot, 4,63, il est 5e, 6e, donc sous la barre des 5%, donc il ne sera pas remboursé de ses frais de campagne, là sauf aussi, à 800 000 Jérôme, c'est une claque quand même, oui. parce que quand on se souvient des élections municipales, alors justement, c'était avec cette vague verte européenne, ils sont à 13,5% au niveau national. Derrière, ils gagnent des villes importantes en France, Bordeaux, Lyon, Grenoble, qui conservent. Voilà. Qu'est-ce qui fait que les Verts n'y arrivent pas au niveau national? On ne peut pas les comparer les élections. Des européennes, ça n'a rien à voir avec une présidentielle. C'est pas le même enjeu. Et des municipales, c'est pareil. Les gens sont prêts à élire des élus Rassemblement National. Quelques députés, encore pas beaucoup, Rassemblement National. Mais je ne sais pas si, pour les Verts comme pour le RN, est-ce qu'ils franchiront le pas de l'Élysée? Je ne suis pas convaincu. Jadot, déjà, on s'ennuie. Jadot, c'est pantoufle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de panache, quoi. Donc derrière le problème, la capitale de la Bulgarie. Oui, alors en plus il a fait des erreurs. Ils ont tous fait des erreurs. Oui, mais ça c'est facile. Après, des erreurs, ils en font tous. Faut se mettre à leur place. Ils font des journées de 23 heures pendant. Que celui qui a jamais fait de conneries ou dit une connerie. Oui, mais député européen ne pas savoir certaines capitales. Je suis d'accord, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est le contenu. Donc ce ne sont pas les mêmes élections, donc on ne peut pas imaginer. Noël Mamère reste le seul candidat à avoir dépassé les 5%, 5,5% en 2002. Non, je pense qu'il ne porte pas le message. À un moment ou un autre, le rapport du GIEC sort, on sort quand même d'une période où on se rend compte de l'importance de l'environnement. Ça voudrait dire que normalement, il doit taper les 10 au-dessus, peu importe. Il doit faire... S'il ne performe pas, c'est qu'il n'arrive pas à porter son message. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il n'arrive pas à répondre à ce que les gens demandent. Ok, il répond à la partie environnementale et le reste. Je veux dire, c'est un pays on n'est pas en train de piloter le ministère de l'Environnement. Mais c'est pour ça qu'il a mieux porté le message écologiste. C'est ce que disent certains électeurs écolos. Parlons maintenant des partis traditionnalistes qui nous ont versés quand on était plus jeunes. On était bercés par le PS, l'UMP, qui est devenu ensuite les Républicains, etc. Là, c'est incroyable. Valérie Pécresse, je suis obligé de regarder parce qu'on n'y croit pas. 4,78 et Anne Hidalgo, 1,75. C'est la suite logique de ce qui s'est passé il y a 5 ans. C'est le dynamitage par Emmanuel Macron des partis traditionnels. Macron n'avait qu'une seule idée en tête, c'était de dynamiter ces vieux partis. Et puis je pense en plus que ces partis ne correspondent plus à l'attente de l'électeur. C'est surtout ça. C'est pas parce qu'ils se sont tous mis sur Instagram, Facebook et autres qu'ils ont changé. C'est exactement ça. Les radicaux, de toute façon, ceux qui étaient radicalisés sont restés radicalisés, c'était facile, la lecture elle est facile, mais les autres sont dans un monde qui n'existe plus. Et d'ailleurs c'est marrant parce que Macron indiquait vouloir créer le nouveau monde et il se faisait railler par les anciens. Ben, on a vu le résultat, hein. On a vu sur l'UMP, on a vu sur le PS, ceux qui raillaient l'ancien monde, le soi-disant nouveau monde, font partie bel et bien de l'ancien monde, et ça correspond bel et bien à une volonté du peuple, entre guillemets des citoyens, qui est de dire on en a marre d'avoir une espèce de mecs qui savent pas raisonner autrement qu'avec leur chapelle, quoi. Encore une fois, est-ce que localement le parti LR est-il mort? Moi je pense pas. Non.
Non, évidemment. 4% Valérie Pécresse pour la ville de Metz. Il faudra voir aux législatives. Oui, on verra ça, mais il reste ultra implanté localement. Oui. Mais la lecture, je pense... On est sur une fin de vie quand même. Là. Alors, je ne suis pas d'accord. Je pense que vraiment, entre la lecture du PS et LR, c'est totalement différent. Par exemple, Valérie Pécresse, quand elle est élue comme candidate des LR, elle est à 15-16%. On dit que c'est peut-être la seule qui peut battre Macron. Elle est descendue. Alors que Anne Hidalgo, elle n'a jamais fait plus de 5% dans les sondages. Allez, je pense vraiment que Valérie Pécresse, c'est son image qui, voilà, au fur et à mesure... On écoute le maire et le président de la métropole, l'Eurométropole de Metz, puisque c'est lui le patron des LR, sur ce score particulièrement bas de Valérie Pécresse. Nous avons manqué totalement notre pari, qui était de présenter une alternative républicaine à Emmanuel Macron pour le second tour. Moi, je souhaite aujourd'hui, compte tenu de la configuration, la réélection du président Macron, mais avec une autre Assemblée nationale. Avec une Assemblée nationale qui aurait des élus enracinés, des élus qui ne seraient pas des bénis-oui-oui, des élus qui seraient capables de vraiment dire la vérité au pouvoir sur les difficultés des Français. C'est ce qui a manqué aussi lors de ce quinquennat. Là, il y a un message clairement aux futurs députés peut-être de La République En Marche pour qu'ils soient peut-être un tout petit peu plus frondeurs, si l'expression est juste. Un mot sur Valérie Pécresse, sur Yannick Jadot et puis sur Anne Hidalgo. Donc 5 millions pour Pécresse, 2 millions pour Jadot et 8 millions pour Hidalgo, sauf que Madame Pécresse, elle, a signé à titre personnel, donc elle est caution pour 5 millions d'euros. Arnaud Demerlet, et elle demande aux électeurs de l'aider. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que effectivement le parti LR est quand même tombé bien bas et c'est un petit peu fort de café de la part de Valérie Pécresse. Et là on voit le petit message de Philippe Poutou sur Twitter qui veut bien lui prêter sa 308 quelques jours. Il y a eu beaucoup d'ironie entre Philippe Poutou, il y a eu aussi Jérôme Kerviel qui a été exceptionnel. Oui, parce que Kerviel lui a dit moi je suis endetté pour 5 milliards, tu vas voir, ça va bien se passer. Mais c'est vrai que la claque est quand même monumentale. C'est vrai que le parti LR en dessous des 5% qui ne peut pas être remboursé, je pense que c'est inimaginable. Et comme tu l'as dit, Frédéric, je pense qu'il faut aujourd'hui vraiment une refonte totale de ces deux partis. Mauvaise stratégie, mauvais résultat. Oui, vous avez été extrêmement bavard. Je vois le temps tourner et nous n'avons pas posé cette question qui est la question finale, puisque le deuxième tour est donc connu. Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Peut-elle y parvenir, François Pelleret, cette fois-ci ? Ça, c'est comme demander un pronostic de sport. J'aime pas trop me risquer à ce petit jeu-là. Mouille-toi. Il faut que je me mouille. Oui. Non, mais en plus, sur quoi je me baserais, si ce n'est que du feeling et de l'instinct? Non, je pense que la réserve de voix. Je pense que oui, mais avec la grande incertitude des abstentionnistes, c'est difficile de faire un compte juste des réserves de voix. C'est très volatile. Alors juste d'instinct, de feeling, je pense que ça passera encore pour Macron une fois de plus, mais évidemment, il va perdre 10 points par rapport au second tour de 2017. Frédéric. Largement faisable. Largement faisable. Et favorite. Et pour quelle raison ? Parce qu'en fait, il s'agit de dégommer Macron à n'importe quel prix. Et puis, ce prix-là, aujourd'hui, certains, y compris, c'est hallucinant d'ailleurs, les statistiques annoncent 30% d'électeurs mélenchonistes, donc de gauche, qui seraient prêts à voter pour Marine Le Pen. Enfin, ils ne remettent pas en question en fait la chose. Il faut détruire Macron. Ok, bon, c'est leur souhait. Mais le remède qu'ils proposent d'appliquer, c'est aller à l'encontre de leurs propres idées. La clé du succès pour Marine Le Pen, elle est là. C'est les classes populaires qui ont voté Mélenchon, qui pourraient voter pour elle. Je suis assez d'accord avec Frédéric. Je pense qu'on a du mal à imaginer ce qu'est... comment va évoluer l'abstention, mais il y a surtout quelque chose que tout le monde semble ignorer, c'est le ras-le-bol des gens. Et ce ras-le-bol, il peut, cette fois-ci, amener certains à aller au-delà en disant, bon, perdu pour perdu, il y en a marre, il faut que ça change.
cette fois-ci, on va y aller. Donc là, j'ai deux, plutôt ça peut se faire. Un qui pense que non. Et le dernier, Arnaud? Alors, je ne suis pas aussi affirmatif que Frédéric. C'est jouable, effectivement. Pour Marine Le Pen, je pense qu'il y a deux clés sur ce deuxième tour. Aujourd'hui, je pense que Marine Le Pen, effectivement, ça rejoint ce que tu dis, peut jouer sur le quotidien des Français. Si elle insiste là-dessus, sur le pouvoir d'achat, elle va récupérer des voix. Mais pour moi, la clé, c'est le mercredi prochain. C'est ce débat de l'entre-deux tours. Si elle est aussi mauvaise qu'il y a 5 ans, je pense que ça peut tourner en faveur d'Emmanuel Macron. Si par contre, les gens voient qu'elle a progressé, qu'elle connaît les dossiers et qu'elle est performante, effectivement, ça peut tourner en faveur du RN. Si elle connaissait ses dossiers, elle recevrait d'autres chiffres économiques. Oui, mais on ne sait jamais. Voilà. Ça, c'est fait. C'était le tacle appuyé de Fred Schnur. Allez, merci beaucoup, messieurs, pour alléger tout cela. Je vous propose une citation... une citation qui est une citation traditionnelle liée à Pâques. Voilà. Est-ce que la maman d'un œuf de Pâques, c'est une poule en chocolat? Voilà, c'est une citation d'un enfant anonyme. Voilà, est-ce que la maman d'un œuf de Pâques... Comment? J'espère que vous n'êtes pas fier. Moi, j'adore ce genre de choses, mais je voulais un peu mettre voilà, puisque c'est quand même grave ce qui va peut-être se passer. Voilà, un peu de douceur sucrée dans ce club de la presse. J'ai pensé que ça vous ferait du bien, un peu de douceur. Et surtout qu'en ce moment, le chocolat a des petits problèmes. On est en train de fermer les chocolateries. Ça ne peut que encourager. Ça ne peut qu'encourager les consommateurs à aller chez les chocolatiers avec du vrai chocolat. Voilà, ce sera le message de la fin. Vous pouvez m'envoyer vos œufs et vos poulettes en chocolat. Je les mangerai avec plaisir. Bon week-end sur Moselle TV. À la semaine prochaine.